François en combien de temps maintenant? Une vingtaine d'années, hein, c'est le temps qu'il faut pour tout changer dans un domaine et arriver à l'excellence et avoir une notoriété mondiale. Pour moi, c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire quand on est producteur de café et quand on est aussi distributeur ou torréfacteur. Voilà, je te laisse te présenter et raconter ton histoire. Merci, merci Christophe. J'ai eu la chance de rencontrer Fabrice qui s'occupe de l'image en ce moment. Il m'a parlé beaucoup de café jusqu'à ce que je rencontre Christophe récemment et qui m'a permis de comprendre qu'effectivement on pouvait faire des parallèles entre la production viticole œnologique et la production de café. Et ça, c'est pour ça que je suis là, je trouve ça très passionnant et je te remercie de m'avoir invité et participé à cette réunion. Je suis un peu l'étranger dans votre filière, mais effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait cette envie de faire des cafés de spécialité, des cafés de grande qualité. Il y a un rapport directement commun avec l'expression des terroirs, des grands crus, les crus de notre Bourgogne. Moi, je suis arrivé sur une propriété familiale dans les début des années 2000, qui s'étend sur 13 hectares, qui est située à Sainte-Ville-et-Beaune. Ma mère, qui gérait ce domaine auparavant, avait déjà compris les aspects néfastes de l'utilisation des produits chimiques dans les vignes, et elle avait en 88-89 décidé d'arrêter tout ça et de revenir à la bonne vieille tradition de la vie bordelaise et du travail des sols avec les charrues. J'ai eu la chance, avant d'arriver sur le domaine, de travailler pour des domaines qui étaient en biodynamie et des ventes sur le marché, et je me suis aperçu effectivement dans des dégustations à l'aveugle, etc., qu'il y avait quelque chose en plus de réellement important dans ces vins-là. Et c'est pour ça que j'ai pris cette direction dès 2005 au domaine, où on a mis les 13 hectares tout de suite en biodynamie. Chemin faisant, on a évolué avec les équipes plus jeunes qui sont arrivées au domaine et qui se sont pris de passion également, comme quoi c'est une affaire d'individus, de personnes, qui ont voulu faire le travail du sol avec les chevaux pour éviter l'effacement des sols. Alors ça, c'était assez passionnant. On a rentré un cheval, puis 2, puis 3, puis 4. Et puis aujourd'hui, en interne, on fait nos 14 hectares tout en traction animale. Ça aura des répercussions importantes sur du moyen terme. La première année, on ne s'aperçoit pas trop des choses, si ce n'est qu'il y a des petits blues, que les sols sont plus souples, etc. Mais on ne voit pas d'impact sur le produit final, alors que 5 ans plus tard, on commence à avoir des notes salines en fin de bouche, des notes iodées, qu'on n'avait pas auparavant et qui prolongent, si vous voulez, la durée de sensation du goût en bouche. Ce que vous appelez les caudalie dans notre jargon. C'est hyper important et ça a donné une autre dimension au vin. Quand on a décidé de faire le travail au cheval, on ne pensait pas tout ça en fait, parce que techniquement et scientifiquement parlant, on ne savait pas. Sauf qu'en écoutant les conférences d'Hervé Corrès, qui est un spécialiste de la vie des sols, on s'aperçoit qu'il y a un développement plus profondément dans les sols qui se fait grâce à la perméabilité de la surface. Et qu'on a des développements de mycorhizes sur les racines et même au-delà du système racinaire. Et c'est ça qui ramène tous les oligo-éléments qui donnent ces sensations de salinité, etc. Pourquoi je m'étends là-dessus? Parce que c'est pour dire que avec la volonté des individus, c'est vraiment une affaire humaine qu'on peut sublimer un produit. Et j'ai l'impression que dans le café, vous êtes parti pour aller dans ce sens-là et pour essayer d'aider les producteurs aussi à travailler de manière biologique, naturelle, propre, saine, pour obtenir un produit sain et bon qualitativement et gustativement à la consommation. Alors là, oui, effectivement, là on arrive, je disais tout à l'heure, sur la responsabilité du torréfacteur qui va sourcer ce café, ou des importateurs, on a Jean Belco, c'est nos frères. La responsabilité, c'est de choisir avec qui on fait confiance, avec qui on fait du commerce. Et malheureusement, tout n'est pas comme ça dans le café de spécialité, il faut bien le dire aussi, hein, tout n'est pas propre. Mais en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que les meilleurs en termes de dégustation sont les gens qui ont des sols vivants. C'est intéressant parce que tu donnes un rapport carrément entre les micro-organismes et le goût, et je pense qu'on va en parler beaucoup avec Felipe Sardi tout à l'heure. La viticulture, c'est une chose, la méthode de vendange, alors vous avez des piqueurs pour le café, il faut qu'on trouve des vendangeurs, c'est de plus en plus difficile aussi, ça devient vraiment compliqué, ça pousse beaucoup de vignerons à utiliser des machines à vendanger ça y est, on repart dans le système industriel, donc c'est franchement moins qualitatif, c'est tout de suite très triste à voir en tous les cas. On peut choisir de faire de la vinification en ce qu'on appelle la vendange entière ou égrappée.
Alors là, ça va peut-être rejoindre des process techniques que vous avez aussi dans la fermentation des cerises. Nous, au domaine, on décide de faire des fermentations avec la grappe entière, avec la rafle, donc la tige qui tient tous les grains. Et ça permet d'avoir une complexité derrière au niveau de la trame tannique et même au niveau organoleptique, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus d'aspects complexes, floraux dans nos vins grâce à cette méthode. Pour la maîtriser, c'est compliqué, parce qu'on doit partir d'une viticulture très propre, très saine, parce qu'on doit amener les raisins à maturité complète, donc avec des rendements maîtrisés. Parce que sitôt que vous faites des rendements trop importants, vous n'arriverez jamais à maturité, vous allez pourrir avant d'arriver à la maturité. Donc pas de maturité, si la branche n'est pas mûre, elle va dégager des arômes végétaux qu'on ne veut pas dans le vin. Donc vous voyez, tout est lié en fait. À partir du moment où on a bien travaillé au départ, on peut continuer tranquillement à faire des choses très très qualitatives. Donc ça, on vinifie ça dans des grandes cuves en bois pendant une quinzaine de jours. Et cette rafle va apporter juste ce dont on a besoin sur cette structure tannique des vins. On n'utilise aucune pompe, on fait tout par gravité. On doit protéger notre vin en transformation de l'oxydation parce qu'on n'utilise pas de sulfite. La plupart des œnologues utilisent massivement des sulfites sur la partie vendange, vinif et en élevage derrière et à la mise en bouteille. Certaines personnes me diront qu'ils ont mal à la tête quand ils boivent du vin blanc, il ne faut pas chercher loin. Donc si on respecte ce process très naturel, pour que les vins soient digestes et agréables, en plus de donner toute cette aromatique, toute cette complexité, il faut travailler dans ce sens-là. Mais ça suppose beaucoup de maîtrise, beaucoup de précision, beaucoup d'hygiène, et encore une fois, beaucoup de bras aussi. Voilà. Il n'y a pas de secret, il faut des gars qui tirent les vins, qui les montent avec des férules, tout ça, ça prend plus de temps en fait que le système industriel. Une fois que les vinifications sont terminées, on fait des pressurages avec des pressoirs verticaux qui avaient disparu de nos cuisines depuis très longtemps. On a utilisé beaucoup de pressoirs verticaux, horizontaux, qui étaient plus faciles, où on pouvait presser plus de volume à la fois. Et ben, c'était pas qualitatif. On est revenu au pressoir à l'ancienne verticale, qui donne des jus qui sont naturellement filtrés par la masse solide qui se trouve en dessous, et qui donne des jus propres, clairs, qu'on peut assembler avec les jus de goutte, donc avec le vin. Que tout ça finit ses sucres et ensuite on descend par gravité dans nos vieilles caves pour les élever en fût. Et encore une fois, on n'a pas cédé chez nous à la note du fût neuf, on est resté avec une proportion très faible de fût neuf pour laisser s'exprimer le terroir complètement, la fraîcheur, le fruit, etc., qui nous intéresse beaucoup plus que d'avoir des écharpes dans la bouche. Je pense que tout ce que tu dis va droit au cerveau de nos amis producteurs qui sont ici. Parce qu'évidemment, on voit bien qu'il y a des choses similaires. Alors, pour le café, on ne met pas les grappes, on ne peut pas mettre les branches décaféiées, mais on met la peau ou pas la peau, le sucre, après on travaille les fermentations. Et surtout, ce que tu dis là évoque quelque chose, c'est que, évidemment, ça parle aussi aux gens qui connaissent le café, c'est que chaque détail compte dans le goût final. Il y a énormément d'étapes. On ne peut pas croire le nombre d'étapes qu'il y a depuis le début jusqu'à la fin. C'est dingue. Mais comme je vous disais, il faut du monde. On a une exploitation qui fait 14 hectares, donc on a à peu près 14 employés. Si on était en conventionnel, on en aurait peut-être 3. Donc c'est plus du tout le même monde. Comme tu disais tout à l'heure, un café de spécialité, ça a un certain prix. Un grand vin bien fait, ça a aussi un certain prix. Non pas que c'est le cru qui vaut ce prix-là, mais surtout tout le travail qui est derrière, le travail humain. Nous aussi, on veut que les salariés soient un peu mieux payés que la moyenne, qu'ils soient heureux dans leur boulot, etc. Ce qui suppose d'organiser des déjeuners, des trucs et des machins. Enfin, tout ça, c'est une aventure humaine. J'ai la chance d'être sur un domaine familial, donc voilà, c'est pas une grosse entreprise. Mais si on le fait dans ce sens-là, on peut obtenir effectivement les produits qu'on cherche réellement à donner, à vendre à nos clients. Ok. On a un petit peu de temps encore. J'ai lu un ouvrage il n'y a pas longtemps de journaliste qui est au Monde, Laure Gasparetto, j'écorche pas son nom. Il dit en gros, en substance, la bataille à faire rage entre Bordeaux, la Bourgogne, les vins de Californie, le Chili et tout. La Bourgogne a gagné la guerre de la réputation, des prix aussi, du vin et de la qualité. Pourquoi ? La Bourgogne est un petit territoire comparé à celui de Bordeaux, Californie, et maintenant on sait que la Chine plante à tour de bras et va largement dépasser tout le monde en termes de surface plantée. Beaucoup d'autres l'ont fait aussi, c'est très intéressant. Vous voyez, Bordeaux aujourd'hui est en crise,
parce que à Bordeaux, il n'y a pas que les premiers grands crus classés, il y a aussi énormément de producteurs sur des vins de moins grand prestige et beaucoup de méthodes très industrielles. Ce qui fait qu'on fait du vin standard en fait. Si toutefois il est à peu près buvable, en tout cas il est juste standard. Ce qu'ont fait les Australiens aussi avec les hôtels, etc., c'était de vouloir proposer des vins pas chers, en très gros volume. Seulement, il y a une limite à ce genre de marché. D'abord, la consommation de vin est en diminution dans le monde, ce qui est logique, puisqu'on volume beaucoup, mais en qualité peu. Et en fait, on est en train de renverser la tendance, c'est-à-dire qu'on va consacrer un budget peut-être plus important au vin qu'avant, mais on va en boire beaucoup moins. Et ça rejoint ce que tu disais sur le café. Ouais, tout à fait. À ton avis, pourquoi la Bourgogne se singularise en bon vue? La Bourgogne, c'est le pinot noir. Le pinot noir, c'est le père de tous les autres cépages. C'est probablement celui qui exprime le plus de finesse et de complexité. Donc, il intéresse beaucoup de monde. Et comme on a quand même beaucoup de petites propriétés, donc quand même on est à 20% du territoire converti en biologie certifiée. C'est important de la certifier quand même. On a une réelle progression de la qualité chez nous. Et il y a aussi une progression des prix, vous l'avez remarqué. Mais néanmoins, c'est vrai qu'en visant le qualitatif, on a devant nous un marché très serein. C'est ça, ok. Ouais. C'est peut-être un exemple à suivre. Merci beaucoup François.